me sens encore une fois, plus que jamais, fier de revenir à Dassa, content de revenir à Dassa, de retrouver des frères, des amis, parce que j'ai des frères ici, beaucoup d'amis. Et je veux saluer ce souvenir-là, des gens comme le grand frère, comme Adjo Bokoye, aspect à son âme, des gens comme Dagbe Jean, qui étaient vraiment de grandes universités ici à Dassa. Et c'est la même génération un peu plus loin avec les Campouchichi à Savalou, et Ogouma et Fédé à Saré. Nous devons rendre hommage à ces gens parce que nous sommes leurs héritiers. Applaudissons pour eux. C'est cette génération-là qui nous inspire quand nous parlons de nos politiques, quand nous parlons de ce que nous faisons pour le Bénin, pour les Béninois. On dit que c'est le régime de la rupture. Mais ce régime de la rupture, il est un peu comme le régime de la révolution parce que la rupture, c'est comme Erouzou. Ou bien. Et quand vous dites Erouzou, vous parlez d'abord patriotisme, nationalisme, béninois. Et il y a des choses qu'on peut faire dans beaucoup d'autres pays africains qu'on ne peut pas faire au Bénin. Parce que nous avons eu 16 années de la révolution qui nous ont appris beaucoup de choses et qui nous ont acquéris. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit parce que quand j'ai écouté les ministres et surtout les réactions qu'on a eues, je me suis dit, il n'y a pas grand-chose à dire. Et je veux dire à tous ceux qui ont parlé de communication qu'ils ont raison. Nous devons communiquer sur nos politiques. Nous devons mettre effectivement un peu plus dans cette communication nos propres compatriotes pour qu'ils soient les premiers défenseurs de ce qu'on est en train de faire. Quand on a assuré la sécurité que nous avons sur l'ensemble de notre corridor, depuis Malambé jusqu'à Cotonou, mais bien, ce sont les citoyens qui défendent ça. On n'a plus besoin de police pour défendre ça. Et donc, oui, nous avons appris de nos erreurs, parce que ça, c'est une erreur de communication. Nous allons la corriger. Après cette tournée gouvernementale qui va durer pratiquement jusqu'à la mi-juin, il y aura la tournée dans les arrondissements. Chaque arrondissement, chacun des 500 et quelques arrondissements de notre territoire vont être visités par des équipes pour expliquer la même chose. Et pour recueillir encore une fois les commentaires, les avis, les conseils de nos compatriotes. Parce qu'ici, j'ai entendu aussi des conseils qui vont nous être utiles pour la suite de nos politiques. Je veux dire vraiment à toutes les catégories représentées ici, à travers les partis politiques, comme à travers les associations et les différents mouvements, notamment de femmes, que, bien sûr, leur message est entendu. Je dis en particulier à mes amis tête couronnée. Vous le savez, le président Talon a voulu que nous inscrivions dans la Constitution d'État, et ça a été fait, la prise en compte des chefferies traditionnelles dans notre dispositif institutionnel. Vous le savez. Ça a été fait dans la Constitution, la révision constitutionnelle 2019, c'est inscrit en lettres d'or. Nous devons passer maintenant à la mise en œuvre à travers une loi. Cette loi est en cours de préparation, elle est quasiment terminée et je peux vous garantir que d'ici 2026, ça va être fait et chacun saura à quoi s'en tenir, notamment comment les différents chefs traditionnels, les rois notamment, vont être traités et mieux traités que par le passé. Je tenais à vous faire ce message-là. Il y a une question qui a été posée sur les relations entre le Niger et le Bénin et je ne veux pas partir d'ici sans répondre à cette question. Il y a des gens ici dans la salle qui sont mieux qualifiés que moi pour en parler parce que
C'est leur pain quotidien. Je suis venu spécialement avec Bertin Corby, qui connaît ce sujet-là du bout des doigts. Mais il m'a soufflé quelques phrases que je vais répéter. Vous le savez, la CEDEAO, après le coup d'État de juillet 2023 au Niger, a pris des décisions. Au moment même où les chefs d'État s'étaient réunis pour dire qu'il y aura des sanctions, et au titre de ces sanctions-là, il y aura fermeture des frontières. Dans la mise en œuvre de cette décision-là, parce que nous sommes fondamentalement béninois pour l'intégration économique. Nous l'avons traduit dans toutes les organisations, à l'Union africaine, à la CEDEAO, et encore plus près ici à l'UEMOA. Et donc, quand la décision a été prise, nous l'avons appliquée une extension. C'est-à-dire sans zèle, mais aussi sans trembler. Mais en même temps, vous avez pu noter que dès que la CEDEAO a levé les sanctions, nous avons été les premiers à aller ouvrir la frontière. J'y suis allé moi-même physiquement à Malandi pour m'assurer que la frontière allait être ouverte. Parce que nous le savions et nous le savons, nos populations, des deux côtés de la frontière de l'Niger, souffrent de ça. Les transporteurs, il y en a dans cette salle. Les agriculteurs, les pêcheurs, les commerçants, des deux côtés, ce ne sont pas seulement les Béninois, souffrent de la fermeture de cette frontière. J'ai vu moi-même comment, parce que la frontière était fermée, nos concitoyens des deux côtés étaient obligés de prendre tous les risques pour traverser le fleuve Niger à travers des embarcadères de toutes sortes. Et c'est pour ça que, après la fermeture, nous avons pris toutes les initiatives possibles pour que cette frontière soit ouverte du côté de nos amis, de nos frères du Niger. Notre position gouvernementale n'a pas changé sur ce plan. Vous avez écouté le président de la République il y a quelques jours, il a été très clair sur ce qui est de notre disposition, qui n'est en aucune manière agressif vis-à-vis de notre pays voisin qui est le Niger. Vous avez entendu certains dire oui, il y a des bases, il y a des étrangers au Bénin qui vont combattre les Nigériens. Pas du tout. Je peux le redire ici de la manière la plus claire, de la manière la plus transparente et de la manière la plus claire. Il n'y a pas de soldats étrangers au Bénin et encore moins au nord du Niger pour aller attaquer le Niger. Au nord du Bénin, pour aller attaquer le Niger. Donc, voilà la situation. Et pour résumer, dire que le Bénin reste la main tendue pour que nos frères nigériens ouvrent la frontière dans le meilleur intérêt de nos concitoyens des deux côtés de la frontière. Voilà pour ce qui concerne cette question. Je vais revenir maintenant à ma conclusion parce que je sais que certains sont déjà un peu fatigués, il y a un peu quelques traits de faim, et je me suis informé, les amis de Ouida qui ont commencé en même temps que nous ont déjà conclu il y a 1 heure de temps. Donc nous sommes un peu en retard. Nous avons parlé d'infrastructure, nous avons parlé d'accès à l'eau potable, nous avons parlé d'électrification, de santé, d'éducation. Je vous ai rappelé tout à l'heure que j'ai grandi ici à Dassa. Et sur tous ces sujets-là, je peux vous en parler. Je veux dire, il n'y a personne dans cette salle-là qui peut être meilleur interlocuteur que moi sur ces questions. Ici, là, dans les années 70, il n'y avait pas d'eau. Il y avait une maladie qui s'appelait le ver de Guinée, qui venait de la mauvaise eau qui était consommée par les citoyens. Ça a duré encore pendant des années jusqu'à il n'y a pas longtemps.
En 2016, le ministre l'a témoigné, partout où nous sommes passés pour faire la campagne, c'est partout dans les collines, mais je vais dire partout dans le Bénin. La première demande partout dans le Bénin, c'est donnez-nous de l'eau potable. Maintenant, ici. Et c'est pour ça que dans le programme d'action du gouvernement, le projet phare du gouvernement, celui dans lequel nous nous sommes assurés que non seulement nous avons une bonne planification, mais aussi que nous avons les ressources pour le faire, c'est le programme d'accès à l'eau potable dans le Bénin. Et nous avions dit à l'époque, en 2016, je veux rappeler cela à ceux qui ont encore les documents, nous avions dit en 2021, tous les Béninois auraient accès à l'eau potable. Le directeur de cabinet tout à l'heure a rappelé, en 2016, l'accès à l'eau potable dans tout le Bénin, c'est que sur 100 Béninois, il y en avait à peine 40 qui avaient de l'eau potable. Aujourd'hui, après la mise de ce programme-là, à fin 2023, sur 100 Béninois, il y en a 80. C'est-à-dire qu'on a fait autant en ces années-là que ce qu'il y avait en 2016 quand on est arrivé. Et je peux vous dire, parce qu'on a réussi ça, je peux vous dire de la manière la plus ferme que d'ici 2 ans, on va approcher l'accès universel. C'est-à-dire que tous les arrondissements dont vous avez parlé ici, tous les villages dont vous avez parlé tout à l'heure, Sokrobo et tous les autres, il y aura de l'eau là-bas. Parce que nous avons su le faire, parce que nous avons les moyens de le faire, et parce que nous avons les techniciens pour le faire. Donc, la question des infrastructures pour nous, la question d'accès à l'eau potable, la question des cantines scolaires, on n'a pas vraiment développé ça au bout de ce que nous avons fait sur les cantines scolaires, qui est vraiment spectaculaire, parce que c'est un peu la même chose que dans l'accès à l'eau. Et ce sont nos enfants, ce sont nos petits-enfants, pour certains. Quand nous sommes arrivés en 2016, il y avait à peine, sur 100 enfants qui allaient à l'école primaire publique, il y avait à peine 17 qui mangeaient à l'école avant de venir. Nous dépensions au total 1 milliard pour les cantines scolaires. Aujourd'hui, sur 100 enfants qui vont à l'école, il y en a 75 qui mangent à l'école avant de venir. Ils mangent un repas chaud à l'école avant de rentrer. Dans tout le Bénin. À Dassa-Doumé, ici, c'est pareil. Sur 228 écoles primaires, il y en a, je crois, 195 où il y a des cantines scolaires. Donc là, à peu près, 75% aussi. Et ça, c'est important parce que c'est sur les ressources du Bénin. Ce sont les Béninois, ce sont les taxes payées par les Béninois qui permettent de faire manger ces enfants-là. Et nous allons continuer parce que là aussi, l'objectif, c'est l'accès universel. Faire en sorte que tous les enfants qui vont à l'école publique mangent à l'école avant de venir. C'est important et c'est légitime que là où les gens n'ont pas d'enfants qui mangent dans les cantines scolaires, il y en a encore. Là où les gens n'ont pas l'eau, là où il y a des pistes, au lieu de bois bitumés, là où les gens n'ont pas encore le bitume, c'est normal qu'ils aient envie d'avoir ça. Et je veux dire de la manière la plus claire, Majesté, vous avez dit, vous voulez Dassa comme la vie. C'est légitime. Et ça va arriver. La raison pour laquelle ça va arriver, je vais vous la dire tout à l'heure. C'est aussi parce que nous avons été capables de faire ce qui a été fait, qui fait envie. Si on n'avait pas pu faire la vie, personne, il y a 10 ans, ne parlait de faire l'asphaltage un peu partout dans le Bénin. C'est parce que l'asphaltage a réussi que tout le monde veut maintenant
dans son quartier de bitume. Il y a 10 ans, les gens voulaient le pavage, n'est-ce pas? Maintenant, ils veulent le bitume parce que l'asphaltage a réussi. Deuxième point important sur lequel je veux m'étendre un peu après les infrastructures, c'est la question de l'emploi. Parce que là aussi, partout où on est passé, les jeunes, comme les mamans, comme les parents, tout le monde nous disait qu'il faut résoudre ce problème-là parce que nous sommes étouffés. Il y a des enfants qui ont bac plus 5, bac plus 4, qui sont à la maison depuis 5 ans, parfois depuis 10 ans. Il faut vraiment, Monsieur le Président, Monsieur le candidat, il faut nous donner une réponse à ça. Et nous tous, nous avons dit, on va le faire. Là aussi, première chose avec le Président, dans le programme d'action du gouvernement, pour tous les ministres là, vous devez nous dire comment nous allons faire pour que chacun dans son secteur, ce soit la priorité des priorités. Et vous, au développement qui fait de la planification, vous allez nous dire comment on va y arriver et quels sont nos objectifs. Et nous avons dit, objectif premier, si nous voulons que tous les parents cessent de se plaindre, il faut que dans le quinquennat, pendant le quinquennat, on crée autant d'emplois qu'il y a de demandeurs d'emploi. Donc, s'il y a 10 demandeurs d'emploi pendant le quinquennat, vous devez créer 10 emplois. Et ça a été notre objectif pour ce quinquennat-là, qui est de dire, nous allons créer 500 000 emplois parce que notre évaluation, c'était que sur le quinquennat, il y aura 500 000 personnes qui vont demander du travail. Je peux vous dire avec plaisir que pendant ce premier quinquennat, nous avons créé 800 000 emplois. Et sur cette base, quand nous avons préparé le deuxième programme d'action du gouvernement, nous nous sommes fixés un objectif encore plus ambitieux. Nous avons dit, nous devons créer pour ce deuxième quinquennat au moins 1 300 000 emplois. Là aussi, avec plaisir, je peux vous rapporter qu'à fin 2023, c'est-à-dire 3 ans seulement après la mise en œuvre du deuxième programme d'action du gouvernement, nous avions déjà créé 1 300 000 emplois qui étaient nécessaires. Alors, effectivement, nous avons des questions sur les... Monsieur le ministre, vous me dites qu'on a créé 1 300 000 emplois et il y a des gens qui se plaignent encore. Pourquoi ça? Bien sûr, parce qu'en 2016, il y avait plus de 3 millions de jeunes qui cherchaient du travail ou qui avaient un travail comme mes amis éminents que je veux saluer ici, mais qui veulent faire autre chose. Tout cela, il faut leur apporter cette réponse-là que nous commencions par donner avec 1 300 000 emplois. Et c'est pour ça que nous avons mis en place une stratégie sur 3 points que je veux rappeler, pour montrer que c'est arrivé, ce n'est pas arrivé par hasard. Parce que ce ne sont pas des emplois à la fonction publique. On n'a pas signé un arrêté ou un décret pour recruter les gens, pas du tout. Ils ont été recrutés dans l'économie. Mais ce sont des mesures prises et mises en œuvre par le gouvernement dans l'économie qui permettent justement de créer ces emplois. C'est parce qu'il y a des gens, comme le ministre disait tout à l'heure, qui créent leur ferme, ils recrutent 5 personnes. Il y a des gens qui créent des usines, ils recrutent 100 personnes, etc. Donc, quelle a été notre stratégie et qu'est-ce qui garantit que demain, nous allons pouvoir atteindre cet objectif que nous disons? Premièrement, nous avons dit l'agriculture qui était un des 2 secteurs phares de notre économie, nous allons la renforcer encore. Et le ministre de l'Agriculture en a parlé un peu tout à l'heure. Tout ce qui a été fait pour régénérer les filières, tout ce qui a été fait pour créer de nouvelles filières. Je vais juste donner quelques chiffres.
Le coton, on est devenu, entre 2016 et 2023, nous sommes devenus le premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest. On a plus de 700 000 tonnes de coton par an. En 2016, on était autour de 200-250 000 tonnes. Le riz, on était autour de 100 000 tonnes en 2016. Aujourd'hui, on produit plus de 500 000 tonnes. Le soja, on produisait moins de 100 000 tonnes. Je remercie notre ami le producteur. Mais aujourd'hui, on produit plus de 500 000 tonnes de soja. Dans la cave, on est un peu moins de 300 000 tonnes. Alors qu'on était autour de 100 000 tonnes. Voilà les résultats des efforts qui sont entrepris pour que l'agriculture soit plus forte dans les filières où elle était, et encore plus diversifiée et plus forte dans les nouvelles filières. Et c'est avec des mesures qui vont se renforcer et des moyens beaucoup plus importants mis à la disposition de l'agriculture. Quand il y a eu la Covid, on a mis 100 milliards à la disposition des paysans, n'est-ce pas? 100 milliards ont été mis à la disposition des paysans par l'intermédiaire du FNDA. Là où seulement quelques milliards étaient mis à la disposition de tous les dossiers. Donc, première chose, l'agriculture. Deuxième chose, il faut diversifier, créer d'autres secteurs à part l'agriculture. Et là, on a mis l'accent sur deux choses. Le tourisme, le ministre en a parlé tout à l'heure, avec tout ce qui est culturel, et qui va attirer de plus en plus les gens de l'extérieur. Et tous les jours, vous voyez s'égrainer de nouvelles mesures pour attirer des touristes potentiels dans notre pays. Le président est allé au Brésil, c'est pour ça. Il était en Martinique, c'est pour ça. Tout ce qui a été fait pour le rapatriement des œuvres, c'est dans cette direction. Les mesures sur les visas. Aucun Africain ici ne peut venir en demandant un visa. Vous n'avez pas besoin de visa si vous êtes africain pour venir au Bénin. Et si vous n'êtes pas africain, vous pouvez avoir votre visa en 15 minutes de manière numérique, digitale. Donc, tout est fait, y compris les investissements importants pour que le tourisme émerge comme une filière, un secteur très important dans notre économie dans les années à venir. Et la troisième mesure, c'est ce qui concerne la transformation agricole, l'industrialisation de notre pays. C'est d'autres idées, mais ce n'est pas que d'autres idées. C'est dire que désormais, au lieu de vendre des produits agricoles bruts, nous allons les transformer avant de les vendre. Pour créer deux choses. Pour créer d'abord un peu plus de valeur, parce que si vous vendez 1 kilo de soja à 260 francs, le même kilo de soja, quand il est transformé, il va peut-être coûter 500 francs. Donc vous allez gagner plus. Mais ce qui est formidable, c'est que pour avoir cette valeur ajoutée-là, pour faire cette transformation, il faut recruter des emplois. Donc ça va créer des emplois. Ça crée déjà des emplois dans notre pays. Aujourd'hui, à Glodibé, il y a 10 000 jeunes déjà, plus de 10 000 jeunes qui travaillent dans les différentes filières. Dans 2-3 ans, ça va être 20 000 personnes qui vont aller travailler à Glodibé. Et dans 10 ans, c'est plus de 300 000 personnes qui vont travailler là-bas. Parce que le parc industriel continue de s'accroître. Mais ces jeunes-là, ce sont des jeunes béninois. C'est ça qui nous donne l'assurance que nous sommes capables de créer tous ces emplois dont je parlais. Et dernier point dans cette dynamique-là, Madame la ministre en a parlé un peu, nous allons de plus en plus pour permettre que ces emplois-là soient disponibles vers la formation professionnelle et technique. Dire que les enfants aujourd'hui vont aller de moins en moins vers les formations générales et de plus en plus vers la formation professionnelle.
En 2016, quand nous avons fait l'évaluation, sur 100 jeunes qui sortaient de l'école à tous les niveaux, il y en avait seulement 5 qui étaient outillés sur ce plan-là. Il y avait seulement 5 qui avaient une formation professionnelle. Notre objectif, en 2030, à partir de 2030, c'est qu'il y a 100 qui sortent de l'école, il faut qu'il y en ait 70 qui aient une formation professionnelle. Si nous voulons que les addictions d'eau soient réparées par les musulmans demain, il faut qu'ils soient formés. Nous avons créé une école de celle des métiers de l'eau. L'électricité, c'est pareil. Une école des métiers de l'électricité. Le digital. L'école est déjà créée, elle est à disposition. L'agriculture. Nous allons ouvrir 30 lycées à l'école, dont un à Ouessé et l'autre à Pataba à Sabalo. Pour former de jeunes agriculteurs modernes. Jusqu'à il y a 10 ans, si vous donnez un tracteur à un agriculteur, il ne sait pas le démarrer. Nous allons former des jeunes qui vont être formés à ces nouvelles technologies là, à l'école. Et bien sûr, à côté, il y a toutes les mesures de mécanisation et de financement qui sont mises en œuvre. Donc voilà, mes chers amis, sur comment nous entendons créer ces emplois-là, comment nous entendons faire générer ces emplois pour le plus grand nombre. Enfin, je vais terminer par ce point qui est le plus crucial. Qu'est-ce qui nous dit que demain, nous sommes capables de continuer cette dynamique-là? Qu'est-ce qui nous dit que demain, on peut faire plus de routes, on peut faire plus de cantines scolaires, que ceux qui n'ont pas d'électricité dans leurs arrondissements aujourd'hui vont en avoir? Ce qui nous dit ça, ce sont les dispositions, ce sont les mesures que nous avons mises en place depuis 2016, d'abord de planification. Pour dire, celui qui ne planifie pas, il planifie son échec. Celui qui ne planifie pas, il planifie son échec. Nous planifions notre succès. Nous planifions que nous allons créer 500 000 emplois. Nous planifions que nous allons ouvrir 30 lycées à l'école. Et où ils vont être? Nous planifions que nous allons donner l'accès à l'eau potable. Mais ce n'est pas tout. Nous savons aussi qu'il y a des limites dans la disponibilité de l'argent, même si nous avons développé plus que jamais des instruments de mobilisation des ressources. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons financé sans difficulté. En 2016, le PAG1, c'était plus de 9 000 milliards. Et quand nous avons publié les chiffres, certains qui pensaient bien à nous ont dit, mais où est-ce qu'ils vont trouver cet argent? Quand nous avons fait l'évaluation, la mise en œuvre du PAG1, nous avons dépensé plus de 10 000 milliards. C'est-à-dire que nous avons fait au-delà même de ce que nous avions pensé. Mais c'est parce que vous êtes capable de planifier que vous pouvez faire ça. Mais c'est parce que aussi, deuxième chose, vous êtes capable de prioriser vos actions. On ne va pas tout faire en même temps. Il faut être capable de dire au ministre de la Santé, attention, dans cette phase, voilà ce que nous allons faire. Nous n'allons pas changer tous les hôpitaux de zone. Nous n'allons pas moderniser tous les hôpitaux départementaux. Nous n'allons pas créer un CHU maintenant. Mais tout ça pouvant être fait dans un horizon, nous définissons cet horizon et les priorités. C'est pour ça que, ayant choisi ces priorités, nous pouvons massivement investir sur ces priorités-là et demander aux autres d'attendre. Et ça, je veux vous garantir que nous allons continuer de le faire. Parce que la clé qui nous a conduit au succès va vous permettre de continuer avec ces succès-là. Voilà, mesdames, messieurs, le message que je voulais vous porter à Dassa et remercier toutes les têtes couronnées. J'ai oublié de saluer tout à l'heure les imams
qui sont venus. Salam alaikum. Saluer tous mes amis, les étudiants qui sont venus aussi, très nombreux. Vous avez mon salut. Et bien sûr, les femmes qui sont là, que j'ai oublié de saluer au départ. Nous allons faire un slogan ensemble, mesdames. Quand je vais dire sans les femmes, vous allez dire rien. Hein? Les femmes, hein, seulement qui vont répondre. Peut-être avec les étudiants qui vont les soutenir. Sans les femmes. Sans les femmes. Sans les femmes. Merci beaucoup.